Bonjour Gilles Bonan. Nous sommes dans un lieu que tu connais très bien, mais avant de nous le présenter, peut-être te présenter toi. Qui es-tu? Gilles Bonan, donc voilà, je suis rentré à la SNCF en 1974 et j'en suis reparti en 2011. Voilà, après 37 années, un peu plus de 37 années de service donc, au sein de la SNCF dans l'activité fret maintenance ou maintenance fret ou réparation de wagons. Voilà, parce qu'à l'époque, on parlait de réparation de wagons. Oui, alors effectivement, ici, on est dans l'ancien chantier de réparation wagon fret, où là, à une certaine époque, quand je suis arrivé en 1982, eh bien, il y avait à peu près, on va dire, une quarantaine de personnes, avec un chef de section, chef d'équipe, le BOT, Bureau d'organisation du travail. C'était un très très gros établissement ici, sur Ambérieu, avec Ciblin qui est sur la région lyonnaise. Et moi, quand je suis arrivé, donc j'étais affecté comme visiteur. Alors. Justement, tu viens de dire que quand tu es arrivé, mais tu es arrivé d'où? Alors, tout d'abord, je vais un peu retracer un petit peu ma carrière. Comment je suis rentré donc à la SNCF. Alors, ça a été une passion en fait. Ça a été une passion qui a commencé lorsque j'avais entre 7 et 10 ans. C'est venu au fur et à mesure. Et c'est mon grand-père, André Bonan, qui était donc le père à mon père, qui travaillait au dépôt de Laon, en Picardie, donc. Et là, il était chef d'équipe et syndicaliste à l'époque. Et il m'a donné cette passion car un jour, il m'a montré des trains passer sur la ligne Lyon-Marseille, puisqu'il habitait Orange, il habitait donc dans le Vaucluse. Et là, j'ai vu passer des trains exceptionnels, des machines à vapeur. Moi, j'ai vu des machines à vapeur passer avec des roues immenses qui faisaient 2 mètres. Moi, je mesurais 1m20, 1m30. Donc, c'était pas très grand. Et moi, quand j'ai vu ça, tout de suite, j'ai eu la passion, quoi. J'ai eu la passion des trains. En plus, lui, il me l'a inculqué pas mal aussi, parce que c'était un passionné, André. Alors, il faut savoir qu'André Bonan est également au musée du cheminot en Ambérieu, puisqu'il a son diplôme de la médaille d'honneur du chemin de fer. Voilà. Et quand il venait chez moi, parce qu'il venait chez moi, même si j'habitais dans le nord et lui il était dans le sud, eh bien on jouait au petit train ensemble parce que j'avais un petit train chez moi et on faisait des bonjour au train quoi en fait, parce qu'on aimait ça tous les deux. Et puis jeunesse se faisant, on va dire, j'étais adolescent et adolescent j'étais toujours autant mordu de train. Mes parents voulaient pas spécialement que je rentre au chemin de fer, ils voulaient même que je sois tout bib ou autre chose, enfin bref, mais moi je voulais pas ça. Donc voilà, et j'avais un camarade avec qui je sortais souvent tous les week-ends, qui avait son père qui était au chemin de fer, qui était bien placé au chemin de fer. Et puis j'en avais marre, je voulais rentrer au chemin de fer, ça me rongeait, c'était la passion en fait, c'est ce qu'on appelle le virus. Et à un certain moment, comme son père travaillait au chemin de fer, je lui ai demandé à mon copain si son père voulait pas me faire rentrer au chemin de fer en fait. Voilà. Donc là j'habitais le nord de la France quand même, j'habitais à côté de Valenciennes. Donc je suis... Alors à Carena, à 10 km de Valenciennes, je suis un vrai ch'ti en fait. Puis je suis né là-bas, je suis né à Valenciennes. Et j'ai fait ma lettre, parce qu'il m'a dit, écoute, si tu veux rentrer au chemin de fer, faut faire ta lettre. À l'époque, on embauchait pas mal encore de cheminots. Et donc j'ai fait ma lettre, et puis 15 jours après, je reçois une réponse de la région de Paris-Nord, comme quoi j'ai été invité à passer les tests psychologiques, psycho et puis autres, toutes les connaissances théoriques. Donc voilà, présenter tel jour, voilà, telle heure. Bien sûr, j'étais pressé d'aller faire ces tests. J'ai passé ces tests qui ne se sont pas trop mal passés, mais
mais pas comme je l'espérais, puisque moi je voulais être conducteur de train. Ben oui, c'était comme ça, c'était conducteur de train. Et puis ils m'ont dit non, vous ne serez pas conducteur de train car vos tests psycho ne sont pas aussi bons pour être conducteur. Bon, d'accord, c'est pas grave. Donc, ils m'ont donné un poste sur le matériel fret, la réparation du matériel fret. Et je suis arrivé à Tergnier le 22 septembre 1974. Et Tergnier, c'est en Picardie, c'est entre Laon et Amiens. Et là, c'était un atelier exceptionnel, il y avait entre 800 et 1000 agents. Et là, j'ai été embauché au service installation et divers. C'est-à-dire que je faisais la maintenance des installations électriques, mécaniques. On était un petit groupe sympathique, on était une dizaine de personnes. Ouais. Et donc, là, j'étais avec des copains sympathiques. Bon, les jeunes embauchés, ils m'ont fait un petit peu marcher, un petit peu comme la fameuse va me chercher une lime à épaissir pour limer de l'acier. Mais en fait, c'était pas de l'acier à épaissir, quoi, rien du tout, quoi. C'était pour se moquer de moi un petit peu. Et puis après, je suis allé, 2 ans après, puisque je suis rentré le jour de mes 18 ans, je suis rentré à l'armée. J'ai fait mon armée à Sarrebourg, oui, tout près, dans la région, on va dire, où je travaillais, et à Sarrebourg, donc au 1er régiment d'infanterie. Et là, bien entendu, les trains permissionnaires, moi je ne payais pas de train, donc à l'époque, donc j'ai eu le loisir et la chance de rentrer en perme à chaque fois, ce qui n'était pas le cas de mes collègues de l'armée en fait. Oui. Déjà un pistonné alors? Oui, oui, pistonné, oui. Mais de toute façon, ça m'a arrangé parce que j'aimais ça. Et les trains de permissionnaires, on sait comment c'est. On se marche dessus, on essaie de dormir, on essaie de trouver une place. Mais moi, je m'en foutais, je voulais pas dormir, parce que dans un train, je dors jamais, ou très rarement, parce que j'aime ça, j'aime bien vivre le côté ferroviaire, j'aime bien vivre ça. Donc voilà, j'ai fait mon armée, donc j'ai eu cet avantage-là, je suis parti de l'armée, et là, Tergnier m'a repris, bien entendu, dans leur effectif, sauf que je ne suis pas retourné au service installation d'hiver, je suis retourné à la maintenance des wagons. Et là, ça m'a un peu fait froid dans le dos parce que je faisais ce qu'on appelle le nettoyage des wagons. Nettoyage des wagons, alors exemple de certains wagons qui transportaient de la soude. Et ces wagons-là qui transportaient de la soude, il fallait les nettoyer. Et c'était à l'extérieur comme là. Voilà. Et là, qu'il fasse de la pluie, du froid, il fallait qu'on travaille. On était mouillés, on avait froid, voilà, et donc on nettoyait. Moi, il n'était pas trop question, c'était pas un boulot qui m'intéressait terriblement. Et puis j'ai entendu parler d'un service, une activité qui était plus sympathique, en attendant de être propice à avoir les examens psycho pour la conduite, j'ai entendu qu'ils recherchaient ce qu'on appelait des visiteurs. Alors les visiteurs, c'est quoi? Bien sûr, pour la personne lambda, des visiteurs, c'est une personne qui visite, oui, comme le Louvre ou des trucs comme ça. Là, c'est pas le cas. C'est ce qu'on appelle visiter les trains, c'est-à-dire contrôler les trains par rapport à la sécurité ferroviaire. Voilà. Donc, sécurité ferroviaire, c'est quoi? C'est tout ce qui engage la sécurité, le système de freinage, les chargements et tout et tout. Oui, mais pour ça, il faut une formation. Et ça a été une formation de 3 mois, où là, j'ai appris à connaître tous les organes du wagon. Alors, wagon appelé ce qu'on appelait chariot à roulettes, ce que beaucoup appelaient comme ça. Et puis après, sur le terrain, comment justement contrôler les wagons, les chargements avec des phases. C'est toute une technique, en fait, et bien connaître tel et tel type de wagon. Voilà. Plus après, l'essai de frein. Parce que ça, c'est important. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, l'essai de frein? L'essai de frein, c'est pour contrôler si tous les wagons serrent, desserrent, c'est-à-dire que un train
il faut bien, lorsqu'il freine, il faut bien que les wagons serrent. C'est un système de semelle, en fait, hein, voilà. Et puis, il faut bien que ça desserre aussi. Il faut bien que ça roule. Voilà. C'est contrôler tout ce système. Et l'étanchéité du train, parce que ça fonctionne avec de l'air, donc il n'est pas question que le conducteur du train, il ait un train qui perd de l'air. D'abord parce que le compresseur se mettrait toujours en route, et puis pour la sécurité, c'est pas bon. On est à peu près dans quelles années? Alors là, on est. Alors, je suis parti de l'armée en début 77, puisque j'ai fait un an d'armée 76-02 et 77-02. Donc là, on parle de 77 à 80. On parlait déjà de la sécurité dans ferroviaire? Ah bah bien sûr. Mais la sécurité ferroviaire, ça a toujours été quelque chose qui a perturbé, on va dire, mais de façon positive, le personnel de la SNCF. Que ce soit les aiguilleurs, que ce soit les contrôleurs, que ce soit les agents du matériel, de maintenance du matériel, eh ben nous, ça nous a toujours... C'était quelque chose, c'était une sorte de phobie, quoi, en fait. On avait la sécurité en tête. Et ça, c'était indispensable. Et d'ailleurs, dans les cours que l'on avait, la sécurité, c'était indispensable. Voilà. Donc, le fait que tu deviennes visiteur, on a dit qu'on était dans les années 77, 80, début des années 80. Donc, ça a duré combien de temps? Tu es resté combien de temps à Tergnier? Alors, à Tergnier, en fait... lorsque j'ai passé l'examen, c'est-à-dire la formation et l'examen, à Tergnier, j'y suis parti en 78, donc un an après. Et ils m'ont proposé un poste de visiteur, parce qu'à Tergnier, il n'y avait pas de poste disponible, parce qu'il y avait un grand triage aussi. Hein. Et ils m'ont proposé donc Aulnoy-Aymeries. Alors, Aulnoy-Aymeries, c'était un très grand triage qui était à la frontière avec la Belgique. Et puis il y avait aussi une grosse centrale à charbon, tout près. Alors je me souviens plus de son nom, mais une centrale qui amenait des trains complets de charbon d'Allemagne. Et là, il y avait des visiteurs aussi qui allaient là-bas. Mais j'ai fait en sorte à ce que je sois plus dans le triage. Et là, j'ai fait des horaires en 3-8, hein, bien entendu, puisque les triages, ça fonctionnait jour et nuit, en fait. Et là, je faisais 22h-6h, 6-14 et 14-22. Donc des conditions de travail qui étaient quand même difficiles pour un petit jeune comme toi. Alors, difficile, après, je serais tenté de dire, difficile, c'est un bien grand mot, parce que il pleuvait pas tous les jours, il faisait pas froid tous les jours. Quand il faisait bon, on n'allait pas s'en plaindre, hein, puisque de toute façon, il faisait bon profiter de la météo. Mais c'est sûr que lorsque la météo, et surtout dans le nord, à l'époque, il y avait beaucoup de neige, le froid était quand même vif. En plus, le triage était, on va dire, nord-sud. Donc, quand il faisait froid, on sentait le froid, et quand il faisait chaud, on sentait le chaud aussi. Enfin bref, alors, moi j'ai quand même connu... ça a été qu'une nuit, mais ça a été, d'ailleurs je m'en souviens encore, c'était une nuit très difficile. Parce qu'il avait neigé la journée, donc la nuit, entre les voies, entre les wagons, entre les rames de wagons, où là ça s'engouffrait aussi pas mal le vent, il s'est mis à pleuvoir de la pluie verglaçante. Et là, même avec des crampons, parce qu'on avait des crampons qu'on mettait sous les chaussures, c'était hyper dangereux, il fallait faire très attention, on pouvait tomber à tout moment. Alors, ça c'est une nuit que je me souviendrai toujours. Et c'est une nuit, 22h jusqu'à 6h du matin, sachant que lorsque je quittais mon travail, j'arrivais à 7h chez moi. Et ce jour-là, en plus, à 7h chez moi, donc il faisait, je dis pas presque jour, mais j'allais me coucher quand il allait faire jour, quoi. Quand les autres personnes allaient travailler, moi j'allais me coucher. Le train s'arrêtait dans mon village, à Kérena. Oui, il y avait des trains qui s'arrêtaient à Kérena. Et d'ailleurs, c'est à Kérena où ils ont fait les premiers essais d'endurance de charge par rapport à des trains de lourde charge, c'est-à-dire entre 2000 et 3000 tonnes. Parce que à Kérena,
Parce qu'à Kérena, il y a une rampe assez importante. Et là, avec Fernand Nouvion, qui était à l'époque directeur du matériel, il s'est déplacé à Kérena. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose. Donc, ils ont fait des essais. Et moi, ce jour-là, je revenais du triage, donc ma journée de travail, fatigué de cette journée. Il fallait que je descende des escaliers. Et là, également, ça a été verglacé. Et là, j'en avais marre. Ça fait que quand je suis arrivé chez moi, d'habitude, je déjeunais un peu, j'étais crevé, j'en avais marre, je suis allé me coucher. Point. Voilà. Bon, donc ça dure jusque dans quelles années que tu es visiteur sur Kérena? Alors, 1980, sachant que là, dans le Nord, tout ce qui était charbon, sidérurgie, parce qu'on vivait surtout de ça, et le transport fret était surtout ça, eh bien, commençait à baisser, donc des trains, puis le fret aussi, hein, tout ce qui était fret, c'était pas terrible. Et donc, eh bien là, la charge diminuait, et comme je venais d'arriver, les premiers qui devaient partir, c'était les plus jeunes. Donc tu en as fait partie. Donc un jour, le grand chef me dit, écoutez, monsieur Bonan, il faudrait que vous partiez, hein, parce que si vous ne partez pas, on n'a pas de poste pour vous. Alors bon, d'accord. Alors je lui demande, où vous comptez me déplacer en fait, où j'aurai une mutation. Et là, ce chef m'a dit, écoutez, on vous propose à Culose. Culose, c'est où ce pays-là, ce bled-là? Je me disais en moi-même, je ne connaissais pas. Il me dit, c'est à côté de Chambéry, c'est la région de Chambéry, vous allez voir, c'est super, il y a des montagnes et tout, enfin bref, c'est génial. Ouais, bon, moi j'étais natif du Nord, descendre dans le sud-est comme ça, c'était pas terrible. Puis à l'époque, je venais de me marier, c'était pas terrible. Et puis je me suis dit, mais comme le virus était encore plus fort, j'ai dit non, je ne veux pas partir du chemin de fer, et je suis parti. Donc je suis arrivé à Culose en 1980. Et en 1980, c'était un chef qui s'appelait Monsieur Palermo. Ah oui, Monsieur Palermo, il m'a accueilli comme pas deux, vraiment super bien. Et Culose, c'était ce qu'on appelle un triage ERA. Alors, ERA, ça veut dire du régime accéléré, c'est-à-dire il triait des wagons qui devaient aller très vite dans l'acheminement. C'est-à-dire, les wagons arrivaient, ils devaient repartir quelques heures après. Donc là, on faisait de la visite, notamment des trains de denrées, ce qu'on appelait des trains de denrées, qui venaient d'Italie et qui partaient à Rungis. Ah oui, tous les fruits et légumes, ça venait d'Italie. Contrairement maintenant où il y a beaucoup qui viennent d'Espagne, mais par le camion. Enfin bref. Et donc voilà, je faisais la visite de ces trains-là. Et ces trains-là avaient une particularité, ils avaient une avarie assez spécifique, d'ailleurs qui était une avarie de sécurité, on les connaissait très bien ces wagons-là, puisqu'ils avaient un système de suspension qui cassait, ce qu'on a appelé une lame maîtresse qui cassait, assez souvent. Et surtout quand il y avait des différences de température. Donc souvent on vérifiait ça. Donc là, il fallait que ça soit retiré très vite, réparé très vite. Hein. Les essieux aussi. Et donc là, j'ai fait 1 an et demi. Culose. Et pareil, là j'ai subi un peu la restructuration, le manque de trafic, la charge diminuée. Et donc on m'a dit, écoutez, Culose, c'est plus trop possible. Je venais d'arriver. Donc encore une fois, je venais d'arriver, donc le premier qui doit partir, c'est le plus jeune, donc c'est moi. Et donc on m'a proposé Ambérieu. Gilles, maintenant, tu arrives à Ambérieu, et qu'est-ce que tu découvres comme site? Alors Ambérieu, rien à voir avec Culose, hein, parce que Culose c'était un petit triage. Par contre, Ambérieu, c'était le grand triage pour moi. Alors, pas forcément plus grand qu'Aulnoy-Emery, hein, mais c'est quand même un gros triage où il y avait, parce que dans un triage, vous avez le faisceau réception qui reçoit les trains fret, et après on a le faisceau formation qui forme d'autres trains, et après vous avez le faisceau départ, parce que c'est comme ça que c'est organisé, donc qui là est composé de trains qui vont partir.
pour les destinations, donc les wagons pour des destinations prévues. Voilà, c'est en fait un faisceau, c'est en 3 parties. Hein. Et alors là, oui, je découvre un très très gros treillage et beaucoup de trains, beaucoup de wagons, puisque en Berrieux, c'était à l'époque, quand je suis arrivé, 2500 wagons jour, par 24 heures. On triait 2500 wagons par 24 heures. Alors c'était quand même moitié moins que Villeneuve à la même époque, Villeneuve-Saint-Georges, tout près de Paris, qui était l'un des plus gros triages aussi, où là, c'était plus de 5000 wagons au jour. Donc c'était 2 fois plus. Mais ici, c'était déjà pas mal. Qu'est-ce que ça veut dire trier des wagons? Trier, c'est-à-dire que lorsque il y a des trains de marchandises qui arrivent sur ce qu'on appelle le premier faisceau réception, qui contient plusieurs voies, en fait, ces wagons-là, après, ils ont une autre destination. Leur point d'arrivée n'est pas forcément en Berrieux. Les 3/4 des wagons, ils doivent repartir sur un autre triage. Alors, par exemple, Ciblin, Ouapi, Somain, Miramas, qui sont des grands triages. Et donc, il faut retrier ces wagons-là. D'où quand même la particularité de la vitesse moyenne de l'époque des trains fret, enfin des wagons, lorsqu'un wagon partait, les vitesses moyennes, c'était entre 25 et 30 km/h. C'était quand même très faible. Hein, mais c'était comme ça. Et donc, tous ces wagons, après, sont triés et sont reversés dans le faisceau formation, où là, vous avez des enrayeurs, les fameux petits lapins qu'il y avait en Berrieux à l'époque, qu'on a entendu parler, ces petits lapins qui étaient là pour freiner également les wagons et les enrayeurs. Et donc là, on formait de nouveaux trains dans le faisceau formation. Et ici, en Berrieux, tout ce qui était train qui allait sur Miramas, Ciblin, ça partait du faisceau formation même. Et ceux qui partaient, par exemple, sur Gevrey, Bellegarde ou d'autres destinations plus dans l'est de la région, eh bien, c'était sur le faisceau de départ. Voilà. Donc, nous, on allait faire de la visite, donc toujours la même chose, contrôler les trains ou au faisceau formation, ce qu'on appelait en bas, ou au faisceau départ en haut, parce qu'il y a un léger décalage de niveau. Voilà, c'était tout simplement ça. Donc là, on est dans les années 82, 80, on arrive 90. Donc tu restes un certain nombre d'années ici sur Ambérieux. Toujours, tu faisais toujours les 3-8. Alors, toujours les 3-8, sauf que la seule différence, c'était pas le même horaire. De nuit, ici, on faisait 20h, 4h, 4h midi, midi 20h. C'est pas les mêmes horaires. Pourquoi ce changement ? Parce que c'était la région, c'était comme ça. Moi, je suis arrivé dans un système. Parce que peut-être que dans le Nord, on est peut-être plus courageux que par ici, je ne sais pas. Mais non, mais c'est pas. Non, mais parce que c'était comme ça. C'était comme ça. Je me suis jamais posé vraiment la question. Alors là, de nuit, il y avait beaucoup de trains à faire, puisque les trains circulaient notamment la nuit. Pourquoi la nuit ? Tout simplement parce que EDF vendait son courant moins cher que la journée, comme chez les particuliers, et donc on faisait rouler un maximum de trains la nuit, de trains fret la nuit. Alors, et puis on laissait la place aussi aux trains de voyageurs la journée. Voilà, ce qui était tout à fait normal. Et on avait des très très grands trains à faire, on avait des trains qui pouvaient atteindre une longueur de 710 mètres. Attention, 710 mètres, point. Parce qu'après on dit 720 mètres, c'est machine comprise. Donc on faisait de très longs trains. Les trains qui allaient sur Miramas, sur Gevrey, c'était des trains très longs. Ça, on le savait. Donc ça faisait déjà, pour faire un aller-retour, un train, on faisait déjà 1,4 km. Sachant que de nuit, il y avait une vingtaine de trains à faire au départ, on en avait plein les jambes. Alors on était 3 équipes de 2. Voilà, la nuit. Et puis le matin, 2 équipes de 2 et l'après-midi aussi. Voilà. Et donc ces trains venaient d'où ? Parce que tu nous parles du départ, mais tu ne nous dis pas d'où viennent ces trains. Alors, les trains qui arrivaient sur le faisceau réception côté est, donc côté Torsieux, côté Saint-Rambert, c'est des trains qui venaient surtout d'Italie, de Genève, de Culose même, aussi, et de toute cette région. Il y avait des trains de desserte aussi. Et puis après, il y a d'autres trains, mais qui arrivaient également au faisceau réception. Il est de Ciblin,
Gevrey. Bah oui, nous on envoyait Gevrey-Ciblin, mais il y avait aussi des Gevrey-Ciblin qui venaient chez nous pour aller après vers l'Italie, Chambéry, Grenoble, voilà, toute cette partie-là de la France. En fait, ici c'était un carrefour, ce qu'on appelait l'étoile. Hein, ici c'est l'étoile, la fameuse étoile d'Ambérieu, où ça venait de partout. Hein. Avant, ici, il y avait une circulation de trains la nuit qui était incroyable. Voilà. Et donc, je crois que tu es resté combien de temps sur Ambérieu? Alors sur Ambérieu, j'y suis resté jusqu'en 89. Et en 89, il n'y a pas eu la Révolution, mais presque. Alors, 89, c'est toujours pareil. Alors, moi, j'ai été petit jeune qui venait d'arriver. Et il commençait à y avoir un peu trop de personnel ici sur Ambérieu. La charge de travail diminuait, il y avait moins de trains. Et puis à l'atelier ici, parce qu'il y avait quand même des agents dans cet atelier-là qui travaillaient et il n'y avait pas besoin plus de personnel. Hein. Et donc, un jour, le chef d'établissement, parce qu'avant il y avait un chef d'établissement qui reprenait toutes les activités, m'a dit, écoutez, monsieur Bonan, ça serait bien que vous partiez. Ah bon? Décidément. Décidément, on t'aime bien dans les départs. Hein. J'ai toujours été dans les grands coups de la restructuration. Et donc, on m'a proposé le centre de formation du matériel de Lyon-Mouche. Donc Gilles, tu arrives maintenant sur Lyon parce que on t'a encore pour la énième fois demandé de partir. Tu es encore le petit jeune arrivé sur le site. Alors tu arrives où à Lyon? Alors à Lyon, j'ai été donc au centre de formation du matériel où là ils cherchaient un formateur pour toute la partie technologie générale et aussi formation des jeunes embauchés. Parce que quoi qu'on en dise, ils embauchaient quand même pas mal dans certains secteurs. Alors pas forcément sur Ambérieu, parce qu'Ambérieu aussi était en concurrence, on va dire, au niveau triage avec Ciblin. Ciblin qui était un peu plus de 50 km d'ici. Hein. Donc voilà, et on a fait un choix après dans les années à venir, puisqu'on a plus fait en sorte pour Ciblin que pour Ambérieu. Et je pense que Ciblin a signé un peu la mort d'Ambérieu, donc à un certain moment. Et donc je me retrouve au centre de formation, où là, et je formais également le personnel concernant la visite et les chargements. Parce que dans la visite, il y a également les contrôles de chargement. Alors, non seulement on avait le frein, on avait tous les organes de sécurité, mais également les chargements. Voilà. Et d'ailleurs ici, la petite parenthèse, c'est avec les lapins. Je connais une personne qui va me dire, oui, effectivement, il y avait des gros soucis avec les chargements, puisque comme ça marchait plus ou moins bien, on a eu pas mal de chargements qui ont été cassés et qui se retrouvaient d'ailleurs sur l'autre wagon. Hein. Alors moi j'ai vu des chargements sur des wagons beaucoup plus plats qui ont passé à travers des wagons couverts. Hein. Il faut dire que ça tapait. Hein. Donc vous voyez que c'était pas terrible. Voilà, et donc au centre de formation, j'ai formé tous ces jeunes, tous ces anciens même, qui faisaient une reconversion en fait. Et puis donc voilà. Et donc, j'ai été obligé de me remettre dans les bouquins, les documents technologiques, les documents de maintenance, et puis les stages. La majorité des stages que je faisais, ça durait une semaine, enfin du lundi en début d'après-midi jusqu'au vendredi midi, et ça durait certains 15 jours. Et je crois que tu aimais bien emmener tes stagiaires sur Paris. Alors oui, il y avait un local qui appartenait au centre de formation du matériel à Villeneuve-Saint-Georges, tout près des ateliers TGV Sud-Est. Je précise, TGV Sud-Est. Et oui, là j'avais une petite salle qui était sympathique. Et une fois dans le mois, je partais à Villeneuve. Pourquoi Villeneuve? Parce qu'il y avait il y a des grands centres là-bas, sur la région parisienne, il y avait beaucoup de jeunes à former. Et donc au lieu que ce soit les stagiaires qui devaient se déplacer parce que c'était un coût, hein, eh bien c'était le formateur qui se déplaçait. Mais moi ça ne me dérangeait pas, hein. Je prenais le TGV Sud-Est et j'allais à Villeneuve-Saint-Georges, ça m'allait très très bien. Et il y avait ça. Et puis aussi, oui effectivement, quand j'étais à Lyon,
eh bien, quand je faisais par exemple un stage de technologie générale, eh bien, on allait visiter un atelier. Donc Villeneuve-Saint-Georges, l'atelier TGV Sud-Est. Voilà. Et donc là, eh bien, c'était le jeudi toute la journée. En fait, dans mes stages, il y avait le jeudi qui était consacré à la pratique sur le terrain. Voilà. Et là, on partait le jeudi matin, on prenait le TGV, voilà, et on arrivait à Villeneuve-Saint-Georges via Paris-Gare de Lyon, parce qu'après on prenait un train de banlieue, hein. Voilà, c'est tout à fait normal. Et puis, quand on est monté, un jour, j'avais 8 stagiaires, et le TGV Sud-Est, c'était à l'époque où on pouvait encore passer de la première voiture à la motrice. Donc ça serait maintenant, ça ne serait plus possible. Et là, au départ du train, donc j'ai demandé au conducteur si on pouvait 2 par 3 ou 2 par 2 ou 3 par 3 visiter la cabine de conduite à 300 km/h s'il vous plaît. Même pas 270 parce qu'à l'époque c'était déjà à 300. Et ben il m'a dit oui. Et donc, de temps en temps, donc je faisais l'aller-retour entre la deuxième voiture, parce qu'on était là, et la motrice, avec 2 stagiaires que je ramenais et que j'emmenais. Voilà. Et là, les gens étaient ébahis, quoi. Voilà, je leur expliquais comment ça fonctionnait, hein. Le mécanicien ne parlait pas. Je ne voulais pas que le mécanicien parle. Alors ça, c'était... Alors bien sûr, ça se faisait comme ça, mais dans la vie, il faut prendre des risques. Et les risques, je les ai pris aussi, des risques calculés peut-être, mais je les ai pris. Voilà. Et les stagiaires étaient heureux. Et en plus, le vendredi, puisque c'était la dernière journée, eh bien, on avait les impressions, les gens avaient vu quelque chose, et ils me posaient des questions, et là, ça s'emballait. Et donc, le vendredi matin, ben, en fait, le vendredi matin, on ne voyait pas la matinée passer. Il était déjà 11h, parce qu'il faut que je lâche les stagiaires à 11h, parce qu'il y avait des stagiaires qui étaient à Miramas, qui étaient à Gevrey, qui étaient partout en France, quoi, en fait. Et donc voilà, oui, ça m'est arrivé dans des stages terrain, on faisait des trucs à part. Et ça, c'était bien. Et tes stages, je dirais, ta partie lyonnaise, toi, le gars du Nord, ça a duré 17 ans, il me semble. Alors, 5 ans au centre de formation du matériel. Au centre de formation du matériel, j'ai été responsable de tout ce qui était de la partie vidéo. Et notamment, à l'époque, c'était des cassettes VHS. Donc, j'étais chargé de classifier, de faire également des films, enfin pas des films, des vidéos, sur certains métiers, comme moi au niveau de la visite, parce que ça n'existait pas. Donc j'ai fait une vidéo à Ciblin d'un visiteur, et le visiteur, ce qu'il devait faire exactement lors du contrôle des trains fret. Voilà, aussi bien l'essai de frein que des contrôles, par exemple des volets pas fermés, des portes pas fermées, une fuite au demi-accouplement, des clés de robinet d'arrêt. Alors ça, c'est des termes un petit peu techniques, hein, qui n'étaient pas complètement ouverts ou fermés. Enfin bref, c'était c'était quelque chose qu'il fallait que les personnes voient et que l'on pouvait également expliquer via une vidéo. Parce que comme ça, ce n'était pas toujours simple. Donc, on était faire une vidéo, effectivement, sur Ciblin. Et j'ai d'ailleurs fait un stage de vidéo à Paris avec un réalisateur, un vrai réalisateur, un professionnel, qui là nous a montré comment on réalisait des films, alors avec les rushs, puis après le montage. Alors ça, c'était excellent. Et j'avais montré justement mon film, parce que j'étais pas parti en stage avant ce film, hein, et ils m'ont dit que c'était, pédagogiquement, c'était excellent. Bon, voilà, ça c'était la petite parenthèse. Alors, donc ça, c'est toute ta partie lyonnaise, mais il me semble que, je ne sais plus si c'est en 2000 ou 2001, que tu t'es retrouvé dans la gare de la Part-Dieu. On aurait bien voulu être à ta place. Oui, étant au centre de formation du matériel, effectivement, de temps en temps, on était invité à des manifestations assez sympathiques. Et inauguration de la gare de Part-Dieu. Et alors là, ils avaient mis les petits plats dans les grands, voilà. Et j'ai eu l'occasion de rencontrer Sylvie Tellier, Miss France 2001, et Grégory Coupé, le gardien de but de l'Olympique lyonnais à l'époque. Et je crois qu'il y a même une photo. Oui, il y a une photo avec les deux d'ailleurs.
avec les deux, avec Sylvie et Grégory Coupé. Voilà, c'était un super moment. J'ai eu cette chance-là. D'ailleurs, bon, elle se laissait bien avoir sans problème pour la photo. C'était quelqu'un qui était professionnel. Voilà, ça c'était Pardieu. Alors, on est à Pardieu avec Sylvie Tellier et Grégory Coupé. Et puis, alors j'ai aussi eu la chance, et pareil, c'était sur invitation, de monter dans un train d'essai du TGV sur la LN5, c'est-à-dire sur la ligne Méditerranée, où là, au sud de Valence, on a pris, parce que la LN5 n'était pas tout à fait encore en service, en service commercial, et il faisait des essais du TGV à 360 km/h sur cette ligne jusqu'aux alentours de Nîmes. Et j'ai eu la chance, et ça je m'en souviens, alors comme si c'était hier, on est monté dans la rame, c'était en pleine campagne, sur un quai de service en fait. Et là on a roulé à 360, c'était formidable parce qu'on voyait les poteaux caténaires passer une vitesse, on se dit mais on va dérailler. Alors ça bougeait pas encore trop, mais ça allait à une telle vitesse on avait l'impression qu'on allait s'envoler en fait. Et ça reste un souvenir pour une personne comme moi qui aime le chemin de fer, je m'en souviendrai comme si c'était hier. Voilà, ça fait partie des choses que j'ai vues. Et il y a aussi une petite chose que j'ai vue aussi, et c'est pour ça que j'en suis fan. Je reviens un petit peu en arrière, je profite de tous ces éléments-là. Lorsque j'étais à Tergnier, nous avions ce qu'on appelle les CC 40100. Il y avait 10 locomotives qui étaient prévues pour 4 courants. C'était des grosses machines, 110 tonnes, qui passaient avec ce qu'on appelle les Trans-Europe Express. C'était des trains rapides à l'époque. Trans-Europe Express, et à Tergnier, elle passait à 140 en courbe, dans des aiguilles. C'était impressionnant. Et moi, tous les soirs, je savais à quelle heure passait ce train et je regardais ce train passer. Le seul regret que j'ai, c'est de ne pas pu avoir prendre de vidéos ou de photos. Alors ça, oui. Voilà. À l'époque, c'était peut-être plus difficile. Non, puis j'étais pas dans cette optique-là. Puis les photos à l'époque, c'était compliqué aussi. Voilà. Bon, il faut quand même reconnaître que tu as peut-être parti plusieurs fois de plusieurs chantiers, plusieurs sites de professionnels, mais t'en as vu du paysage quand même, t'en as vu des choses. T'aurais jamais pu faire tout ça en restant à Tergnier dans le Nord. Non, mais c'est sûr, j'ai eu la chance. Alors c'est vrai que je suis parti, mais j'ai vu beaucoup de paysages dans le chemin de fer, entre des sous-stations, les ateliers de TGV, les appareils de voie, les postes d'aiguillage, j'ai vu plein de choses. Donc je connaissais en plus, alors je dis pas parfaitement, parce qu'on ne connaît pas parfaitement la SNCF, techniquement parlant, c'est complexe. C'est complexe quand même, et ça dans tous les domaines. Et je pense que oui, je regrette pas, et ma carrière a été très rapide, parce que j'ai vu plein de choses. Alors, je reviens donc, le centre de formation du matériel. Après, donc, le centre de formation a fermé, puisque la direction du matériel avait décidé de tout rassembler, les centres de formation, en un seul point, qui était Le Mans, où là, nous avions une école nationale du matériel, un centre de formation national du matériel, où là, on formait tous les agents du matériel. Alors c'était plus ou moins économique parce que des gens qui habitaient par exemple Strasbourg ou Miramas, partir au Mans, c'était pas ce qu'il y avait de mieux. Voilà. Enfin bref, c'était bien, c'était un centre tout nouveau qui se construisait. Et donc, moi, dans ce fait, on m'a mis dans un système, ce qu'on appelle la gestion de formation. J'ai fait de la gestion de formation. Alors, c'était quoi les gestions de formation? J'étais en relation entre les coordinateurs formation qu'il y avait dans tous les établissements et le centre de formation par lui-même. Alors, moi, j'ai géré le matériel, j'ai géré l'activité voyageur et j'ai géré le transport. Donc même là, j'ai appris beaucoup de choses. Parce que l'activité voyageur, je ne connaissais pas trop, et le transport, je ne connaissais pas non plus. Et donc j'étais obligé d'apprendre un petit peu à connaître tout ça, parce que je gérais les formations.
Donc j'étais obligé. Mais tu es un peu loin des trains quand même. Ah là oui, j'étais loin de. Oui, là, j'étais dans un bureau climatisé. Puis à l'époque c'était bien parce que c'était les périodes où il y avait des grosses chaleurs, donc ça m'allait bien. Bureau climatisé, le vieux c'est moi, toc toc, c'était super. Enfin bon bref. Mais tu prenais le train quand même le matin et tu le Bien reprenais le sûr, soir. bah, pendant 17 ans, hein, à Lyon, pendant 17 ans, j'ai pris le train avec les problèmes de retard. Enfin, bon, là, je passe un petit peu tout ça, mais j'ai vécu aussi ça. Et moi, je voulais revenir quand même sur Ambérieu parce que la route entre guillemets, c'était le rail. Hein, Lyon-Ambérieu, bon, c'est bien gentil. Moi, j'aimais bien le train, ce qui m'a permis aussi de connaître des gens, de bien rigoler aussi, parce que j'ai connu des gens exceptionnels, aussi bien des cheminots que des non-cheminots. Enfin bref, non, mais ça, c'est inoubliable. Avec une fois, je me souviens à un moment où je croyais que je n'allais pas pouvoir rentrer chez moi. Bah oui, hein, parce qu'il y avait de la neige et les trains, je suis parti avec 4 heures de retard, je suis rentré chez moi très tard, enfin bref, c'était un peu le bazar. Donc tout ça, j'en avais un peu marre. Et j'ai demandé donc ma mutation pour revenir sur Ambérieu si c'était possible. Et puis en 2006, eh bien, alors c'est venu comme ça. C'est venu comme ça, je reçois un coup de téléphone de la région de Chambéry, qui me dit est-ce que ça vous intéresserait de revenir sur Ambérieu? Oh, bah, je lui dis bien sûr, ça c'était en 2006, donc de 89 à 2006 quand même. Hein. Bon. Et je lui dis oui, bien sûr. Donc je suis revenu sur Ambérieu, ici au chantier, et j'étais chef d'équipe, ici, donc mon bureau était un peu plus sur la droite, là-bas, vous voyez un peu la zone blanche et grise, là-bas. Et là, je suis arrivé dans un atelier où il n'y avait pratiquement plus personne. Donc là, Gilles, tu arrives sur Ambérieu. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu cette dernière partie professionnelle? Alors, cette dernière partie professionnelle, elle n'a pas été piquée des verres. Et les 5 dernières années de ma carrière, je ne les ai pas vues passer en fait. Alors, je suis arrivé dans un chantier où il n'était plus que 4, avec une sorte de BOT qui restait encore. Donc on avait très peu de travail en fait. BOT, tu peux traduire? BOT? Alors, Bureau d'organisation du travail. Bureau d'organisation du travail. En fait, c'était un bureau qui déterminait les wagons à faire, qui mettait dans le cadre étiquette du wagon le travail à effectuer. C'est ce qu'on appelle des bulletins de travail en fait. Voilà. Donc les gens savaient parfaitement ce qu'ils avaient à faire par rapport à ce bulletin-là. Et oui, 4, la charge de travail diminuée. Alors il y avait ce qu'on appelle dans le triage, donc au faisceau formation d'Ambérieu, il y avait une voie dédiée au wagon qui devait rentrer au chantier. Alors par moment il y avait une voie complète, par moment 2 voies. Et là ici, dans les derniers temps, juste quand je suis arrivé, très peu de wagons, on cherchait le travail, on se faisait du souci. Alors moi je me suis dit ça y est, je vais encore repartir sur Lyon ou ailleurs. J'ai dit non, c'est pas possible. Et puis le miracle. Le miracle est arrivé avec les wagons bâchés de chez Danone, donc les wagons de bâchés qui contenaient l'eau d'évian. Voilà. Donc, et là, avec Transalliance, donc toute la logistique de Transalliance, on a récupéré les wagons bâchés, ce qu'on appelait des R20, hein, R comme plat. Hein, R20, et là il y avait beaucoup d'avaries sur ces wagons-là, puisque beaucoup d'avaries notamment sur les systèmes de verrouillage des bâches. Hein, et on allait même d'ailleurs dépanner chez Transalliance aussi. Qui est juste à côté de... Voilà. Qui est sur Ambérieu. Et qui venait d'arriver, en fait. Hein, ça y est, c'était un dépôt logistique qui venait d'arriver, qui ne traitait que les wagons qui venaient de chez Danone. Alors, qui venaient de chez Danone, ce qu'on appelait de la source à publier. Donc, oui, pratiquement plus de charge de travail. Et là,
les dieux du ciel, on va dire ça comme ça, eh bien, nous ont apporté une charge de travail importante, mais d'un seul coup, hein, c'est venu très très vite. Et donc, ce qu'on appelle des bâchers, hein, donc des R20, qui étaient utilisés par la société Danone pour Evian, hein, et c'était à publier, donc à proximité d'Evian. Voilà, tout simplement. Et là, eh bien, 4 agents sur le terrain, très peu de monde dans le bureau. Je peux vous dire qu'on a vu arriver une charge de travail comme une coulée de lave qui arrive sur une route. Hein. Ça a été très très vite. Et là, eh ben, il a fallu absolument qu'on trouve une solution. Donc j'ai alerté Chambéry, hein, où il y avait nos dirigeants là-bas. Donc on a fait pendant un an, tant bien que mal, on a essayé de gérer cet afflux de charge de travail qui était très important parce qu'en plus c'était des wagons qui n'ont pas été toujours faciles à réparer. Il y avait des bâches aussi qui étaient trouées. Il y avait aussi des coups de couteau, hein, dans les bâches. On aurait dit que ça avait été volontaire même. Hein. Donc on a trouvé un petit peu tout ça dommageable. Et puis donc on a été obligé, au bout d'un moment, au bout de cette année-là, parce qu'il faut un temps de réactivité dans l'entreprise SNCF, le temps que vous dites quelque chose, il faut une certaine période pour que ça arrive. Voilà. Et donc on a eu des embauches au bout d'un an. Et donc on a embauché des jeunes, des moins jeunes aussi, hein, qui étaient un peu habitués, mais aussi des jeunes, dont mon fils d'ailleurs, dont Sylvain, qui est rentré ici. Et là, bien sûr, c'est quoi ? Il faut les former, hein, les former sur le terrain, mais aussi les faire former dans des centres de formation. Donc, c'est Le Mans, hein, en ce qui concerne tout ce qui est wagon. Mais nous, on les formait déjà pas mal sur le terrain. Donc voilà, donc j'ai fait beaucoup de formations ici sur le terrain. Et puis, il y avait également la visite. Hein, on cherchait également des visiteurs. Parce que, mine de rien, les visiteurs faisaient de la visite aussi, mais ils venaient nous donner un coup de main dans l'atelier. Donc ce qui permettait, par moment, quand on avait vraiment de la charge de travail, de pallier à cette charge ces charges de travail qu'en fait, qui étaient hyper importantes. Alors, il y a une petite anecdote aussi, c'est que nous avons accueilli une jeune stagiaire, une jeune fille stagiaire, qui, ça nous a toujours un peu surpris. Alors moi je ne suis pas, moi les femmes au travail ça ne me pose pas de problème, mais là une femme faire de la visite, c'est-à-dire cheminer le long des trains, aller sous une timonerie, remplacer des semelles de frein qui font quand même 8 kilos chacune, donc à l'époque c'était comme ça. Un jour bien sûr cette jeune dame s'est trouvée enceinte. Et alors, nous, les gars, on l'a aidé de temps en temps à faire de la visite et à remplacer les semelles sur le terrain. Voilà, et elle faisait également la réparation des R20. Donc c'était compliqué, mais on y est arrivé, c'était sympathique, nous on était bien contents de rendre service à une femme, une jeune fille, qui est devenue après par la suite, qui a dirigé d'ailleurs le chantier ici. Donc elle t'a succédé, non ? Non, c'était après. Ah non, c'était avant. D'accord. Voilà, donc ça durait pas mal de temps. Donc la charge de travail est arrivée. Après, quand les jeunes ont été formés, le personnel formé, moi je faisais le boulot de bureau le matin, le pointage. Mais aussi, ce qu'il fallait qu'on fasse, c'est les dépannages en ligne. Parce qu'on n'avait pas que l'atelier. Il faut savoir qu'il s'est mis en place ce qu'on appelle un système de Mobivag, c'est-à-dire mobilité wagon. Et là, on allait dépanner les wagons en ligne ou chez les clients. Donc là, c'était remplacement d'essieux, essai de frein de wagon, tout ce qu'il y avait à faire sur un wagon, mais pas en atelier, mais à l'extérieur. Et par exemple aussi, on faisait... on a eu fait, mais je l'ai fait qu'une fois, remplacement d'essieux sur un wagon-citerne transportant de la matière dangereuse. Donc c'était une citerne de gaz. Citerne de gaz, c'était une bande orange autour. Et on savait que c'était une citerne de gaz. Ce qui veut dire que là,
pas de possibilité de prendre le chalumeau, tout ce qu'on veut, c'était tout à la main. Hein. Ah oui, il n'était pas question, parce que sinon on allait se retrouver les quatre fers en l'air, vite fait, bien fait. Donc les citernes, c'était comme ça, et chargées, donc ce qui voulait dire qu'on levait quand même avec nos vérins, si on calcule bien, 60 tonnes plus 20 tonnes de tard, 80 tonnes. Hein. C'était pas mal. Hein. Voilà. Donc on avait tout ce côté-là, et ça durait donc jusqu'à la fin de ma carrière, donc jusqu'en 2011. Et un an avant, j'ai été remplacé par une personne, puisque je partais. Donc un an avant, donc il a eu le temps. Donc j'ai formé un peu le gars sur ce qui se passait ici. Puis pendant un an, moi j'aime pas trop regarder les gens travailler. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'allais donner un coup de main sur le terrain, ou j'allais faire du déplacement pour faire du dépannage en ligne. Enfin voilà, je faisais plein de choses, mais c'était sympa. Voilà. Donc tout ça c'est très bien, mais si on regarde quand même derrière toi, moi je vois pas beaucoup de fosses ou de wagons ou de trains. Que devient le site où tu as quand même passé un certain nombre d'années, où certains ont passé presque toute leur carrière, je dirais même toute leur carrière? Toute leur carrière, oui, il y a beaucoup de gens dans Berrieux, ils ont eu cette chance-là. Moi, je ne l'ai pas eu, ça c'est sûr. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Non, mais je ne regrette surtout pas. Là, oui, effectivement, maintenant, il n'y a plus rien, puisqu'il y a quelques années, Sibelin, comme je vous dis, Sibelin a été là, donc a repris toute la partie réparation wagon. Et puis, il y a eu aussi, depuis 2007, la concurrence fret. Alors, la concurrence fret, non seulement au niveau du transport, mais également au niveau de la maintenance. Hein. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, cette concurrence est arrivée pour des raisons de coût. On a complètement fermé le chantier. Ici, ça s'est fermé, je pense, 5-6 ans après. Hein. Voilà. Et donc, c'est devenu ici, alors, je ne sais pas quoi, tout a été refait. Alors, la fosse existe quand même encore, puisque c'est où il y a les barrières rouges et blanches, là-bas. Après, ce qui va se faire ici, je ne peux pas trop vous dire, je n'ai pas les informations, mais au moins, ce qui est très intéressant, c'est que ça a été rénové, éclairage LED, ça a été bétonné proprement par terre. On voit qu'il va y avoir peut-être une activité. Je pense qu'elle sera sûrement ferroviaire, puisqu'il y a des rails, il y a des voies qui sont toutes intactes ici. Je pense que ça sera ça. Ça m'étonnerait la SNCF, peut-être le privé, je ne sais pas. Alors Gilles, tu es rentré à la SNCF le jour de tes 18 ans, tu es parti le jour de tes 55 ans. Un certain nombre d'années, tu as visité, tu as vu du paysage de la SNCF. Si tu regardes en arrière, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Moi, ce qui m'a le plus marqué dans l'entreprise, il n'y a pas de chose plus qui m'a marqué. Tout ce qui m'a quand même marqué et bien surpris, c'est que le wagon, c'est pas ce que l'on pense. Beaucoup disaient au chemin de fer, et d'ailleurs on était un peu les personnes, un peu les bas de gamme, puisqu'on travaillait sur qu'on appelle ça des boîtes sur roulettes, c'est ce qu'on nous disait. Mais le wagon, c'est pas du tout ça. Le wagon est soumis à de la réglementation internationale, et notamment le RIV. Alors, le RIV, ça veut dire Reglementation Internazionale Veicoli, c'est-à-dire ça a été fait, ce règlement en Italie. Et c'est pour ça que ça a été appelé sous cette forme italienne. Mais le wagon, c'est plein de choses. Et c'est surtout de la réglementation internationale. C'est de la réglementation internationale parce que les wagons, ça voyage de partout. Donc il fallait bien réglementer un petit peu tout cela. Donc nous, on avait le règlement international wagon, on l'appliquait sur les wagons étrangers, et ensuite, nous en France, on appliquait, lors de la visite notamment, on appliquait cette réglementation via ce qu'on appelle la visite technique,
qui s'appelait, juste avant que je parte, la visite technique. Et là, c'était la visite technique, reprenait la réglementation internationale et une réglementation interne. Voilà. Et on devait voir tel et tel point sur tel wagon. Il faut savoir aussi que sur un wagon, vous avez plein de marquages. Plein de marquages. Avec un numéro qui est propre au wagon. Hein. Il y a aussi du marquage où vous avez toutes les caractéristiques du wagon. Hein, surface de plancher, hauteur, la tare, le tonnage qu'il peut transporter, suivant les catégories de voies, car sur la SNCF et dans beaucoup de pays, on a des catégories de voies, c'est-à-dire on a des catégories de voies où des voies peuvent supporter 17 tonnes à l'essieu, 18 tonnes, 20 tonnes, 22 tonnes. Et c'est repris par des lettres A, B, C, D. Le TGV, par exemple, si on peut comparer, si on fait une comparaison, ben le TGV, c'est 17 tonnes à l'essieu. Vous ne devez pas aller plus haut. Par contre, dans le fret, il faut charger au maximum. Donc, nous, au maximum, c'est 22 tonnes à l'essieu. Et c'est la lettre charge D. Donc, si vous prenez, comme je disais tout à l'heure, un wagon avec une tare de 22 tonnes qui peut charger jusqu'à 60 tonnes en D, eh bien, si vous regardez bien, vous avez 80 tonnes de charge. Et si vous divisez par 4 essieux pour un wagon à bogie, ça fait les 20 tonnes. Donc, il peut aller en charge C, mais également facilement en charge D. Voilà, ça c'est de la partie, si vous voulez, réglementation. Ensuite, il y a les révisions. Il fallait faire attention. Un wagon, ça passait en révision, ça dépendait de quel type de wagon. Ça pouvait passer tous les 2 ans, tous les 4 ans, tous les 5 ans, tous les 6 ans en révision. Donc à nous de faire attention à ces cartouches de révision. On ne devait pas dépasser la date. Ensuite, vous aviez ce qu'on appelle, sur certains wagons, des VSP, des vérifications spéciales périodiques. Parce que vous aviez des systèmes bien particuliers dans le wagon. Un wagon, c'est pas qu'un wagon comme ça. Vous aviez des wagons spéciaux, très particuliers. Donc, il y avait des vérifications spéciales à faire tous les 6 mois, tous les 12 mois, donc tous les ans. Voilà. Ça faisait partie de toute réglementation. Et un wagon, mais il fallait faire attention à tout ça. En plus de ces organes de sécurité, les organes de roulement, les systèmes de freinage. Alors, pour le système de freinage, parce que c'était quand même quelque chose de très particulier, vous aviez 3 types d'essais de frein sur les wagons, puisqu'on faisait des essais de frein pour détecter s'il n'y avait pas d'anomalie. Vous aviez ce qu'on appelle le NTR. Alors ça, c'est essai de frein en rame, R comme rame, qui se faisait dans les ateliers. Le MTI, wagon isolé, I comme isolé, donc matériel de traction isolé. Et là, ça se faisait aussi en atelier, mais là, on prenait tous les organes du wagon, je précise. Et on avait ensuite le MTA. Le MTA, c'était nous ce qu'on utilisait à la visite, où on faisait un essai de frein avec une télécommande. Et là, on simulait un essai de frein fait par un mécanicien. Voilà, ça, vous voyez, le wagon, c'était toute une technique. Alors, ce qui était le plus important, bien sûr, c'était le système de freinage. Il faut savoir qu'il y a des wagons qui roulaient à 120, 140, même 160 km/h. Mais oui, on a roulé à 160 km/h. Voilà. Eh bien, tout ça, c'est bien joli, mais maintenant, tu fais quoi à la retraite? Parce que tu es un passionné de tout ce que tu as fait à la SNCF. Donc, tu fais quoi maintenant à la retraite? Alors, à la retraite, je m'occupe facilement maintenant de quelqu'un et de ma maison, mais aussi, parce que c'est une passion, et oui, c'est une passion, eh ben oui, je suis au musée, oui, et ça, oui, mais le musée, pour moi, c'est une longue histoire. Et une petite anecdote aussi au niveau du musée, lorsque j'ai connu le musée, c'est avec Fernand Pirala, avec Gérard Joude. Donc Fernand Pirala avec Gérard Joude. Là, j'ai connu le créateur et j'ai connu celui qui a repris derrière donc Fernand Pirala. Et puisque je parle de Gérard, Gérard, c'était pour moi aussi quand même une référence parce que c'était quelqu'un qui en connaissait énormément. Tu parles de Gérard Joude. Gérard Joude, oui, l'ancien président. Et Gérard Joude,
un jour j'étais au CFM, donc au Centre de formation du matériel de Lyon, donc à côté de Lyon-Mouche, et je venais d'arriver. Et un jour je prends une salle, pour faire un stage frein d'ailleurs, et je regarde, je fouille dans les placards pour voir si j'avais de la place pour faire mes documents, pour faire, voilà, pour faire plein de choses. Et je regarde dans ce placard un drap blanc et je soulève le drap blanc et là je vois des plaques. Mistral, le Rhodanien, record mensuel de kilométrage avec une 2D2 9100, enfin bref, c'était formidable. J'ai dit, mais ça ne peut pas rester là. Et là, je regarde, j'ai dit, mais c'est pas normal que ça soit là. C'était mon esprit très conservateur, mais au niveau du musée, moi, il n'était pas question qu'une personne puisse avoir ce genre de choses à lui. Et donc, un jour, je téléphone à Gérard, je lui dis, écoute, il faut que tu viennes au centre de formation du matériel. Il y a quelque chose qu'il faut qu'on prenne. Gérard, tout de suite, il a dit OK, il a pris sa remorque, on est venu un week-end, on a pris les plaques, on a pris tout ça, et on les a amenées au musée. Elles sont au musée maintenant. Bah, c'est normal, ça appartient quand même à la SNCF et vous êtes quelque part les gardiens du patrimoine de la SNCF. Bien sûr. Alors, petite anecdote aussi, Fernand Pirala voulait absolument, alors là c'était un hobby pour lui, il voulait absolument le film sur le fonctionnement du frein que Cantagrel, qui était un cinéaste animateur, a fait pour les conducteurs de la locomotive à vapeur. Il est au musée maintenant, mais moi je l'ai récupéré au centre de formation et on l'a transféré sur une cachette VHS et maintenant qui est en numérique. Bon, bah, donc voilà. Mais à l'époque, on a filmé ça ensemble. Il y avait Gérard qui était là également. Et il y avait tous ces membres voilà, qui étaient là. Et puis, depuis, après, j'ai un peu quitté le musée parce que, alors j'étais pas membre encore à l'époque, mais j'ai apporté ma pierre. Après, j'ai eu la famille, les enfants à m'occuper, j'ai eu plein de choses. Et donc, il n'y a pas si longtemps que ça, je suis revenu au musée. Et j'ai proposé aux membres du musée la numérisation donc, de tout ce qui était archives, audio, vidéo, documents et photos. Et c'est en train de se faire donc maintenant. Et je ne le regrette pas. Donc, ça veut dire que tu es déjà bien occupé à la retraite, toujours dans le monde ferroviaire. Eh bien, on te laisse partir, on te laisse retourner au musée du cheminot. Et un grand merci pour cette interview. Merci Gilles. Au revoir. Merci à vous.